général allemand von Fabrice, qui s'impatientait un peu, Favre avait répondu le 17 avril 1871 « Ne vous inquiétez pas, soyez sans crainte, nos soldats accompliront leur œuvre glorieuse. » Bon, eh bien c'est cette œuvre glorieuse que nous allons regarder ensemble. Une épopée, qui est mieux qu'une épopée, c'est même une croisade, parce qu'il faut remarquer que les Versaillais ont encadré leur action militaire contre Paris entre deux dates saintes. Ils ont attaqué le dimanche des Rameaux, et c'est le dernier jour, 28 mai, jour de la Pentecôte, qu'ils auront fini d'assassiner Paris. C'est ce jour-là où, selon une formule de Bernanos qui est très violente et dont je lui laisse la responsabilité, les généraux versaillais pataugeront dans Paris sur un lit de cadavres, du sang jusqu'à la braguette. C'était donc le 2 avril qu'ils avaient attaqué, hein. Et les Parisiens avaient été absolument stupéfaits. Parce que si, du côté des responsables, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose de dangereux qui se préparait du côté de Versailles, la population de Paris restait encore pleine des illusions que je vous ai racontées. Ils croyaient qu'il y aurait une possibilité d'arrangement avec Versailles. Alors quand tout à coup, dans Paris, on a entendu des salves d'artillerie, des explosions, il y a pas mal de gens qui se sont dit « Tiens, c'est une fête qui se déroule comme ça dans la banlieue, du côté de Puteaux, du côté de Sèvres, qui proclame elle-même sa commune, comme nous l'avons fait le 28, c'était pas si longtemps, hein, le 28, tirant aussi de joyeuses salves d'artillerie. C'était pas ça, c'était l'attaque. » Alors il faut comprendre hein, que ces gens tombent de haut. Ils se disent « c'est tout de même pas possible. Ce sont des Français, ceux qui sont là-bas à Versailles. C'est les députés français. Alors ils prennent la suite des Prussiens, alors ils nous tirent dessus, alors qu'on avait tellement espéré que quelque chose était changé. Quelle pitié, quelle misère. » Alors à la fin de la journée du 2 avril, c'est une espèce de fourmillement extraordinaire. Vous savez, dans Paris, comme quand on dit on marche, on met le pied sur une fourmilière où ça court partout, ben vous avez 300 000, 500 000 personnes qui se précipitent comme ça torrentiellement du côté de Versailles. On les retient comme on peut, on leur dit enfin, vous allez vous faire écharper. C'est demain, 3 avril, qu'on fera une opération militaire sérieuse et que tout Paris, la garde nationale, va se jeter contre ces Versaillais qui nous ont attaqués. Cette journée du 3 avril, ça sera quelque chose de misérable, vous savez, de misérable. Ils appellent ça la sortie torrentielle, mais rien n'a été préparé. Et dans une entreprise militaire, il faut même préparer, enfin, au moins quelques notions de stratégie, assurer la logistique. Enfin, et bien, pas du tout. On va partir n'importe comment. En particulier, enfin, on a prétendu qu'il y avait une décision de faire 3 attaques. Il faut d'abord que vous vous rendiez bien compte du front. Il y a tout un côté de Paris qui est protégé. On ne se bat pas, puisque c'est l'occupation allemande. Et puis alors, il y a l'autre côté de Paris, mettons si vous voulez, l'ouest et le sud de Paris, l'ouest et le sud de Paris, qui va être le nouveau front inattendu. Alors, grosso modo, on a décidé qu'on allait lancer 3 colonnes contre Versailles. Au nord, il y aura la colonne Bergeret-Flourens qui va marcher dans la direction de Rueil. Et au sud, mettons centre et sud, si vous voulez, il y a une colonne Eudes, qui va, elle, foncer sur Sèvres. Et puis tout à fait au sud, il y a la colonne Duval qui va passer sur Châtillon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait même un plan précis. On nous dit qu'ils voulaient prendre Versailles en tenaille. Bon, j'ai l'impression qu'ils partaient n'importe comment, et convaincus qu'ils étaient tellement nombreux, quel que soit le nombre de l'armée versaillaise, ils allaient pouvoir l'inonder. Alors les gars partent sans ravitaillement, rien du tout, il n'y a même pas d'ambulance. Hein. Il y a quelques pièces d'artillerie, avec 8 à 10 coups par pièce, pas plus. Et puis ils sont convaincus que le mont Valérien, qui est la grande forteresse, ne tirera pas. C'est inimaginable, vous savez, la confiance, la naïveté, la sottise de ces gens de la commune, qui étaient persuadés que parce que le commandant du Mont Valérien leur avait donné la parole qu'il ne tirerait pas, il n'allait effectivement pas tirer. Ben, naturellement, ce qui se produit, c'est quand le commandant du Mont Valérien voit passer la colonne Bergeret-Flourens à sa portée, il fait tirer toutes les grosses pièces. Et comme les pauvres types, les gardes nationaux, étaient convaincus qu'il n'y avait pas de danger du côté du Mont Valérien, et que tout à coup, s'il y aurait une pluie d'obus sur eux, les types se mettent à crier « trahison !» Puis c'est la panique. Ils sont là peut-être 5 à 6 000, ben, ils fichent le camp, ils repartent sur Paris épouvantés. Il n'y a que la colonne de tête avec Flourens. Vous savez, Flourens, c'est un professeur d'enseignement supérieur, un gars extraordinairement courageux, qui est là, qui retient 1500 types et qui dit « on continue, on est 1500, on continue ». Il va sur Rueil. Et là, à Rueil, il est victime d'une charge de cavalerie extrêmement puissante du côté des Versaillais. La plupart de ces 1500 bons hommes s'en vont. Lui, il ne veut pas rentrer dans Paris, ça lui paraît trop épouvantable. Alors le voilà qui va errer sur le bord de la Seine. Il va s'arrêter dans un petit bistrot, il va être dénoncé par l'homme du bistrot. On va avoir arrivé un détachement de gendarmes, commandé par le capitaine Desmarais. Le capitaine Desmarais va entrer dans l'auberge où se trouve Florence. Florence descend l'escalier, et à peine est-il arrivé devant le capitaine Desmarais qui est à cheval,
que le capitaine prend son sabre, le frappe du haut de son cheval et lui ouvre la tête. Positivement, il lui fend le crâne. On mettra du reste le cadavre de Florin sur un lit de fumier et on l'apportera triomphalement dans les rues Versailles. Voilà pour la colonne d'en haut. La colonne du centre, la colonne Eudes. Eh bien, dès qu'ils ont vu que le Mont Valérien tirait, ils se sont repliés. Au moins là, il y a une panique, c'est entendu, mais on n'a presque pas perdu d'un. Tandis que la dernière colonne, celle du sud, celle de Duval qui veut monter sur Châtillon, qui veut aller sur Châtillon, il s'accroche au plateau de Châtillon. Mais il est tout seul maintenant, il est sans soutien, Duval, avec ses 2 à 3 000 gars. Tous les autres sont partis. Si bien que les Versaillais, dans la nuit du 3 au 4, vont cerner le plateau de Châtillon, que le lendemain matin 4, on dira à Duval « Vous êtes free, regardez, vous êtes entouré de partout ». Duval dit « Bon, eh bien, si je me rends, est-ce que mes hommes ont la Visso ?»« Oui, oui, tout le monde aura la Visso si vous vous rendez. » Alors il rend ses 1500 gars. Et à ce moment-là, le général Pellet, qui commandait du côté de Versailles, dit « Quel est le responsable ?» Ben, il s'avance et dit « C'était moi qui suis le responsable. » Bon, fusillé, immédiatement fusillé. Désastre complet, comme vous voyez, hein, un désastre sans nom. Alors à partir de là, à partir de ce 3 et 4 avril, il faut bien vous rendre compte de ceci, c'est fini les opérations militaires offensives du côté de la commune. La seule fois où la commune essaierait de marcher sur Versailles, c'est ce triste jour du 3 ou 4, si vous voulez, enfin parce qu'il y a un petit épisode du 4, 3 et 4 avril. À partir du 4 avril, c'est terminé. Uniquement situation défensive. Et le général en chef de la commune, qu'on appelle simplement délégué à la guerre, qui s'appelle Cluseret, va lancer une affiche le 5 avril dans laquelle il y a les mots que voici. Notre position est celle de gens qui, forts de leurs droits, attendent qu'on vienne les attaquer. Ça a l'air très noble. En réalité, c'est parce que Cluseret sait l'état de la garde nationale dont je vais vous parler et qu'il n'y a absolument pas moyen de compter sur une offensive avec ce dont il dispose. Et celui qui lui succédera, qui était son chef d'état-major, mais qui deviendra lui aussi délégué à la guerre, le capitaine, enfin colonel, on l'appelait colonel Rossel, dira catégoriquement le 7 mai, l'offensive nous est interdite par la désorganisation de nos troupes. Il y aura 3 délégués à la guerre successifs pour la commune. Il y aura d'abord ce Cluseret, puis il y aura son collaborateur Rossel qui le remplace pendant 10 jours, et à la fin, ça sera non plus des officiers, des soldats, des militaires, mais ça sera un civil qui prendra la responsabilité de la guerre et qui s'appelle le vieux de l'Écluse. Qui était Cluseret? Oh, un drôle de bonhomme, assez suspect, vous savez. Cluseret était bien un Français, mais il avait pris la nationalité américaine, parce qu'il était allé se battre dans la guerre de sécession. Il s'y était, paraît-il, très curieusement conduit, mais il rentrait, entourait un certain prestige, il était, paraît-il, général américain. Et après, il avait soutenu les Fenians d'Irlande. Puis après, il avait, pendant la guerre de 1870, pendant la guerre franco-allemande, il s'était proposé à Gambetta, mais comme général. Et Gambetta, qui avait un peu examiné le bonhomme et qui savait ses antécédents, ne l'avait pas voulu de lui comme général. Alors il avait estimé que c'était indigne de sa personne de servir comme simple soldat. Il était passé en Suisse tranquillement, il avait attendu la fin de la guerre 70. Et puis lorsqu'il y a eu la commune, alors il est venu se présenter à la commune, disant « Je suis un général, je me mets à votre service ». Un homme courageux, du reste, il faut le reconnaître, courageux, mais qui ne pouvait rien faire. Alors il y a Rossel qui essaiera désespérément de faire quelque chose, Rossel qui était un capitaine de l'active, il était un capitaine du génie, et je consacrerai un petit moment à Rossel la prochaine fois pour vous indiquer qui était le bonhomme. Il voit qu'il n'y a absolument pas moyen d'obtenir quelque réorganisation que ce soit de cette garde nationale. Enfin, ce sera ce civil de l'Écluse qui prendra ça désespérément avec le sentiment qu'essayer de tenir en main la garde nationale, c'est aussi impraticable que de saisir une poignée d'eau. Vous voyez, nous sommes en présence de quelque chose que l'histoire ne dit pas assez, surtout les historiens favorables à la commune, et sur laquelle nous ne devons pas fermer les yeux, à savoir que ça a été une catastrophe, un cirque, un capharnaüm, une gabegie, l'armée des communards. Qu'est-ce que c'est leur armée? C'est la garde nationale. Eh bien, il y a d'abord le comité central, dont je vous ai déjà dit qu'il n'avait pas voulu se dissoudre. Le comité central, je vous rappelle, c'était le comité des 35 gars qui avaient été nommés par la fédération de la garde nationale pour les représenter devant Versailles. Ce comité central avait saisi le pouvoir parce qu'il fallait bien, lorsque Thiers s'était replié sur Versailles, il avait fait l'interrègne du 18 mars au 28 mars. Le 28, la commune avait été établie. Il devait naturellement, ce comité central, se dissoudre, et il ne s'était pas dissous du tout. Eh bien, il va passer son temps, pendant les 2 petits mois qui restent, passer son temps à ennuyer, et j'emploie le terme le plus modéré, et ennuyer les gens de la commune qui pourtant ont constitué leur comité de guerre, enfin leur commission de la guerre, à qui tous les pouvoirs militaires doivent être remis,
Et le comité central ne veut pas, il prétend se mêler de tout. S'il n'y avait que ça, s'il y avait le comité central et son intrusion, mais vous savez qu'à l'intérieur même de la commune, il y a des gens qui se mêlent de tout. Félix Piat, dont je vous ai cité la phrase de Malon, je crois, disant de lui, c'est le mauvais génie de la commune. Félix Piat, on a la preuve qu'il donnait directement des ordres à tel et tel officier. C'était du temps de Rossel, il y a eu une prise de bec épouvantable entre Rossel et lui, et c'était Rossel qui avait raison, mais Félix Piat se mêlait de tout. J'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, chez un marchand d'autographes, une lettre de Cournet, qui était aussi un des membres, Cournet, hein, un des membres de la commune, qui se mêle de donner des instructions militaires. En fait, tout le monde commande. Alors, résultat, aucune unité de commandement. Et puis alors, à l'intérieur même de la garde nationale, c'était misérable. Vous savez, c'était le complet désordre. Premièrement, il avait été décidé, vous le savez, il l'avait assez exigé, que tous les officiers soient élus. Alors, les élections étaient permanentes, parce qu'on élisait un officier, puis il était contesté par ses hommes. Il était révoqué par on ne sait pas qui, quelquefois par le comité central, quelquefois par la commission de la guerre, quelquefois par un membre de la commune. Alors c'était un cirque, il n'y avait pas de commandement. À l'intérieur même des bataillons, les chefs changeaient tout le temps. Puis il y avait des masses de planqués, comme nous dirions aujourd'hui. Le grand état-major de la garde nationale, qui était place Vendôme, et où touchait une salle de supérieur, mais il était rempli de gens. Et de gens qui étaient admirablement décorés, vous savez, oh, ils avaient des costumes extravagants. Assis, qui est pourtant un homme honnête, je crois, un brave type, vous savez, Assis, l'homme du Creusot, qui faisait partie du comité central et qui était maintenant membre de la commune. Assis, il était déguisé d'une manière invraisemblable. Un costume militaire qui s'était fait faire pour lui, mi-parti garibaldien, mi-parti housard hongrois, avec des culottes bouffantes, avec de la dorure partout. Ça courait partout, ces gens qui étaient ultra dorés. À plusieurs reprises, Cluseret, puis Rossel, puis Delécluze avaient demandé qu'il y ait tout de même moins de parades militaires. Mais en réalité, ils n'obtenaient rien. Puis il y avait corps franc. Tout à coup, des gens qui s'imaginaient, qui déclaraient on va constituer un corps franc. Et alors, le corps franc n'avait pas comme les autres 30 sous, mais s'assurait 3 francs. Alors, naturellement, les quantités de gardes nationaux s'inscrivaient au corps franc puisqu'on les payait le double, mais les corps francs faisaient surtout de la parade et se battaient guerre. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre et qui est lugubre, mais que je dois vous dire. Ils n'ont pas été nombreux, vous savez, les combattants de la commune. Si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le journal officiel, à une certaine date qui est du 5 mai, va expliquer, comme ça, comme si c'était très sérieux, les effectifs de la garde nationale. Le 5 mai, le journal officiel de Paris dit il y a 192 332 gardes nationaux. Divisé en deux groupes, vous le savez, il y a la garde nationale sédentaire, les plus vieux, ceux qui restent à Paris, et puis il y a la garde nationale mobilisée, enfin celle qui se bat. Ça en ferait donc à peu près 99 000 pour la garde nationale combattante. Eh bien, nous savons aujourd'hui que les combattants de la commune n'ont guère été plus de 30 000, et je crois que je vais très fort. D'Acosta, qui est un homme suspect si vous voulez, mais enfin qui a été un communard, d'Acosta dit, dans sa commune, oui, dans son livre sur la commune, on payait la solde de plus de 200 000 gardes nationaux, et on ne pouvait pas trouver 10 000 combattants. Pas trouver 10 000 combattants. Je crois qu'il exagère, mais je peux aussi vous dire que Rossel, désespéré, le 9 mai, quand il dit, eh bien écoutez, comité central, hein, vous prétendez avoir à la haute main sur la garde nationale, vous êtes même là pour ça, dites-vous. Eh bien je vous demande, demain, 9 mai, 10 000 hommes, réunis sur la place de la Concorde, à midi. Eh bien, le comité central fera ce qu'il pourra, il y aura 7 000 hommes, c'est même pas sûr qu'il y avait 7 000, c'est tout ce qu'on a pu trouver. On avait déclaré aussi qu'il y aurait un roulement, ce qui est naturel, quoi, un roulement des bataillons qui irait au feu. C'est pas vrai, il n'y avait pas de roulement. C'est toujours les mêmes qui se faisaient tuer, surtout le 101e bataillon, dont je vous dirai quelque chose tout à l'heure. Alors il faut que je vous apporte l'avis de gens qui sont des témoins, qui nous ont dit la vérité là-dessus. Le 25 avril, en séance de la commune, Tridon dit « Nous sommes dans le chaos ». Le 28 avril, Avrial, un membre respectable, un brave type de la commune, va dire « La désorganisation est partout. On nomme des chefs qu'on révoque le lendemain. C'est du suicide ». Dès le 8 avril, Cluseret avait lancé un appel assez tragique. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est par affiche, hein. Notre armée, espoir et salut du peuple, est à la veille de sombrer. Il avait dit ça le 8 avril. Le journal La Sociale du 14 mai parle de liquidation. C'est une liquidation par la faute du comité central qui excite les soldats contre les chefs et les chefs les uns contre les autres. Benoît Malon, qui se réfugiera à Neuchâtel, c'est à Neuchâtel qu'il a publié sa 3e défaite du prolétariat à l'automne 1871. Voici les phrases de Benoît Malon. La garde nationale était complètement désorganisée, un état-major sans direction, les officiers pour la plupart incapables, l'intendance nulle. Tel était le côté militaire de la situation de la commune. Bon, il faut vous le dire ça, parce que c'est vrai, quoi, puis que ça se dit pas assez.
Mais il faut dire aussi, parce que c'est également vrai, qu'il y a eu un certain nombre, un petit nombre, mais un certain nombre, de ce qu'il faut bien appeler, j'aime pas tellement le mot, des héros. Il y a un instant, je vous parlais du 101e bataillon, mais c'est vrai que ce 101e bataillon, il était tout le temps au feu, et quand on voulait le faire repartir, ben il repartait. Il y avait 10 gars, 10 canonniers à la porte-maillot, 10 canonniers porte-maillot pour 12 canons. Et ben les 10 canonniers se feront tuer sur place, ils se feront hacher sur place. Je viens de prononcer le mot canon, j'ai oublié de vous dire un chiffre qui est effrayant, qui révèle cette organisation, cette anarchie incroyable. Il y avait 1740 canons disponibles, et la commune en utilisera 320. Ben vous avez les 10 canonniers de la porte-maillot qui sont des types courageux. Thiers, faisant le matamor, a prononcé une phrase bien imprudente le 12 avril. Il a dit à la tribune « Oh, nous aurons vite raison de Paris, les gardes nationaux fuient devant nous comme des lapins. » Oh non, oh ça c'est pas vrai. Ils sont peut-être peu nombreux les gardes nationaux, mais ceux qui sont là, je vous assure, comme on dit aujourd'hui, ils en veulent. Et ça sera pas commode pour Thiers d'emporter Paris. Il y a des gens qui vont refaire des charges à la baïonnette, même des officiers supérieurs comme Dombrowski, c'est un Polonais, comme Wróblewski, c'est un Polonais, qui vont entraîner leurs hommes, jetant leur sabre, leur épée, et prenant eux-mêmes un fusil. À Asnières, à Neuilly, on va se battre maison par maison. Les gars qui ont défendu le fort d'Ivry, qui ont défendu le fort de Vanves, jusqu'à la dernière extrémité, sous une pluie de feu, vous savez, des obus qui éclataient partout, ils descendaient de casemate en casemate, et ça leur tombait dessus. Ils sont restés jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus la possibilité de respirer. Ils étaient une poignée lorsqu'ils ont dû rendre Ivry. Donc ça existait, les vrais combattants de la Commune, quoi, ceux qui y croyaient. Puis à ce propos, je voudrais vous dire quelque chose qui est assez beau, c'est dans Reclus. Élie Reclus, journal au jour le jour de la Commune. Il dit, ce qui était saisissant, c'est de voir partir les équipes qui allaient au feu et qui se doutaient bien que la plupart y resteraient. Eh bien, c'est pas une image d'Épinal, mais ça se passait réellement comme ça. Les gars partaient avec leurs fusils. La plupart, remarque Élie Reclus, étaient soit des moins de 20 ans, soit des plus de 40 ans. Beaucoup d'hommes mariés. Alors les femmes et les gosses accompagnaient ces types jusqu'à l'extrémité, jusqu'au rempart, jusqu'à ce que ce soit plus une période, le risque commence, quoi. Et très souvent, dit Reclus, on voyait la femme qui prenait le fusil, le papa qui prenait le dernier né, quoi, le môme, il le prenait, comme ça il l'embrassait, puisqu'il n'était pas sûr de le revoir. Et tout ça chantait, dit Reclus. Ils chantaient parce qu'ils y croyaient. Ils chantaient quoi, le chant du départ? La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons mourir. Vous voyez, c'est pas du topo, c'était pas du théâtre, c'était pour de bon. Alors Reclus dit, moi j'étais là, pas mobilisé, j'étais sur le trottoir, j'avais mon chapeau à la main, j'étais plutôt blanc, puis je reniflais. Là voilà, cette grandeur de la Commune, ça existe, hein, ça c'est quelque chose de sérieux. Les étapes, oh, vous savez, c'est minable, on peut bien le fixer. À partir du 18 avril ou 17 avril, c'est à peu près fini parce que Asnières est tombée. Asnières, c'est dans la presqu'île de Gennevilliers. Dès le 4 avril, toute la presqu'île de Gennevilliers avait été occupée par les Versaillais. Ils vont dépasser la Seine à partir du 18 avril. Ils vont rentrer dans le bois de Boulogne. Le 8 mai, il y aura la chute du fort d'Issy. Le 14 mai, il y aura la chute du fort de Vanves. Puis il y aura, à partir du 18 mai, environ 17 ou 18 mai, un bombardement, mais foudroyant et ininterrompu avec d'énormes pièces de marine sur les remparts. Si bien que ces remparts seront finalement à peu près abandonnés, parce qu'ils sont intenables, aussi intenables que le fort d'Issy. Mais la Commune, et c'est une grande culpabilité, passe son temps à mentir à l'égard de la population parisienne. Ne lui dit rien. Toujours dans les journaux, il y a un succès, un immense succès qu'on vient de rapporter. Si le fort d'Issy est tombé, c'était un mal de ruine, c'est pas très grave. Mais c'était tellement prodigieux, ce mensonge, que ça serre le cœur de lire dans le journal au jour le jour de ce Élie Reclus dont je vous ai parlé, ceci, qui est daté du 21 mai, vous retenez, hein, qui est daté du 21 mai, je commence vraiment à croire que nous allons gagner la partie. Or, ce 21 mai, c'est le jour où les remparts ayant été abandonnés, 60 000 Versaillais vont entrer dans Paris. La population était tellement loin de s'en douter qu'avec une grande fête ce jour-là, un grand concert qui était donné aux Tuileries. Il faisait très beau, ce dimanche 21 mai était un dimanche magnifique. Enfin, il y avait des tas de gens qui étaient là, il y avait des femmes avec de beaux chapeaux, il y avait des petits enfants qui jouaient, il y avait 200 choristes qui chantaient la Marseillaise, pendant qu'on consommait des glaces, pendant que les enfants regardaient un guignol. À ce moment-là, la porte du point du jour tombait et les Versaillais entraient. Ils entraient avec un fameux mordant, je vous assure. Si du côté de l'armée de la Commune, il y a ces choses sombres et tristes que je viens de vous dire,
Du côté de l'armée versaillaise, c'est magnifique. Vous savez, il y a un moral. Il y a un mordant. Mais c'est les civils qui sont admirables. Ils ont un mordant incroyable. Écoutez la circulaire de Simon, qui est le ministre de l'Instruction publique, un spiritualiste, Simon. Hein. Élie Reclus dit c'est la morale au pouvoir. Eh bien, il a envoyé une circulaire au recteur. La France serait indigne de son passé. Elle se trahirait elle-même et trahirait la cause de la civilisation si elle ne se levait pas tout entière contre cette minorité impie qui nous ruine et nous déshonore. Vous savez, M. Favre, maintenant, circulaire diplomatique, c'est l'homme des affaires étrangères, Favre. Hein. Circulaire diplomatique. Les vieux codes barbares sont dépassés par le banditisme qui, sous le nom de commune, se donne carrière à Paris. Dufort, maintenant, c'est le ministre de la Justice. Alors, circulaire au procureur. La commune est une dictature usurpée par des étrangers ou par des repris de justice. Elle révèle sa vraie nature par le vol avec effraction de nuit à main armée chez les particuliers, ce qui ne se produisait pas. Picard, c'est le ministre de l'Intérieur, lui, circulaire au préfet, parle des prisonniers, les premiers prisonniers qui sont arrivés, vous savez, le 3 et 4 avril. Jamais la base démagogie n'avait étalé au regard des visages plus ignobles. Des journaux, si vous voulez, maintenant, Sarcey, vous avez déjà parlé de son drapeau tricolore. Eh bien, ça, c'est dans le Gaulois, ceci. Il parle de Vallès. Il sait que Vallès est communard. Et il va l'interpeller. Vallès, tu es la paresse, tu es l'envie, tu es l'orgueil, tu es le communisme. Il faut que Paris cède et soit vaincu. Dut-on ensevelir l'insurrection sous les ruines de la ville en flammes? Il n'y a pas de compromis possible. Je m'arrête là sur la ruine en flammes. Vous savez que Paris va flamber, hein? On dira que c'est les communards. Et en effet, pour une grande part, ce sera les communards. Mais n'oubliez pas que les gens de Versailles disent qu'ils sont décidés à ruiner sous le feu de leur bombardement, cette ville plutôt que de céder. Quelques témoignages individuels. Voilà Jules Ferry, par exemple, c'est l'ancien maire de Paris. 9 avril, il écrit à son frère, il exulte. Les troupes sont pleines de résolution et d'entrain. C'est rouge, quel scélérat. Comme je suis fier d'avoir toujours eu le privilège de leur haine. En mars, il avait déposé, disant qu'il avait vu Vallès. En mars, il y avait eu un procès à Paris sur les gens du 31 octobre et du 22 janvier, qu'il avait vu Vallès le 31 octobre à l'hôtel de ville, alors que Vallès n'avait pas été à l'hôtel de ville. Si je vous raconte ça, c'est pour vous donner la valeur des assertions de M. Jules Ferry. Il faut aussi un peu regarder le carnet intime de Mme Sand. Le 4 avril, elle avait explosé de joie. 4 avril, vous savez, après le désastre des communards. 30 000 insurgés ont été anéantis sous le feu du Mont Valérien. 17 avril, Paris est lâche. Il fait semblant d'être trop républicain pour tenir tête à ces misérables. 19 avril, la commune, c'est Paris aux mains des brigands qui l'exploitent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. 15 mai, elle écrit à Alexandre Dumas, fils, ces pleutres parisiens qui pourraient être à 100 contre 1, au moins, lui, le paysan, au moins, il a, écoutez bien, c'est beau, hein, il a l'amour féroce de la propriété. Des hommes comme ça, c'est sérieux. Élégante et biblique, lorsque la commune s'effondrera, Madame Sand commentera ainsi, c'est la tour de Babel tombée dans la merde. Bon, ben l'armée, Thiers l'avait mis sous la direction de qui? Il avait hésité, en principe ça devait être Vinoy qui était responsable, mais il en voulait beaucoup à Vinoy d'avoir perdu la tête, comme lui, Thiers, le 18 mars. Alors il avait choisi MacMahon. MacMahon, c'était le pauvre homme qui avait été victime du désastre de Sedan, pas tellement par sa faute, mais beaucoup par la faute de Bazaine qui n'avait pas voulu le soutenir. Il avait reçu un éclat de but à la fesse. Enfin, il était très malheureux, parce qu'il était très glorieux, parce qu'il était un blessé de Sedan. Et bien entendu, on l'avait renvoyé très rapidement, puisque Thiers demandait à Bismarck de lui envoyer le plus possible de vieux soldats et de généraux. Il avait choisi MacMahon parce que Thiers, je vous l'ai dit, se méfie des officiers en se disant, s'il y en a un qui se met en vedette, puisque c'est une opération militaire, hein, un général triomphant, ça peut être redoutable s'il veut faire de la politique. Tandis qu'avec MacMahon, on est tranquille. MacMahon est un timide, c'est un respectueux même. Et nous avons d'un journaliste versaillais cette phrase que je trouve très remarquable, c'est Pessard qui a noté ça. Il dit, Monsieur Thiers en confidence dit, j'ai bien choisi avec MacMahon, il est très timide. Dans ma voiture, il laisse toujours une petite place entre lui et moi. Et ce même journaliste décrit MacMahon en disant, une tête extrêmement petite, juchée au haut d'un long corps, cherchant ses mots et les trouvant rarement. Eh bien, MacMahon, c'est tout à fait l'homme qu'il lui faut parce que Thiers a décidé qu'il serait lui-même le général en chef. Et il faut savoir effectivement qu'il prend à cœur sa tâche.
Il a toujours été passionné de Napoléon, il se fait le stratège à la suite de Napoléon, et comme c'est lui qui, en 1840, quand il était président du Conseil, a fait construire l'enceinte circulaire de Paris et les forts, il veut montrer que Paris est devenu imprenable, sauf par celui qui avait organisé la défense même de Paris. C'est lui, c'est Monsieur Thiers, qui va tout commander et qui triomphera de ces remparts inexpugnables qu'il avait élus et qu'il avait édifiés en 1840. Il va beaucoup sur le champ de bataille. Oh, vous savez, assez loin, parce qu'il n'aime pas les dangers. Mais enfin, il se montre tout de même avec... il avait d'habitude une redingote couleur puce et un beau chapeau haute forme un peu plucheux, couleur grise. Alors il se montre aux soldats, il inspecte, il prend la jumelle, il fait son Napoléon, il met, paraît-il, une main derrière le dos tenant sa jumelle de la main droite, et il réunit tous les matins un conseiller de guerre. Le général Dubaragne nous racontera ceci. Monsieur Thiers exposait la situation et critiquait les manœuvres avec une verve intarissable. Il ne nous laissait jamais placer un mot. Il y a une chose dont il était particulièrement fier, Thiers, c'est la redoute de Montretout. Une redoute de Montretout qui s'élève là à une certaine hauteur et qui permet un bombardement assez vaste de Paris. Il a assemblé là des pièces de marine. Les amiraux sont d'un dévouement extraordinaire. Alors on a fait venir de grosses pièces de marine. Et là, depuis ce Montretout, on peut ouvrir ce feu effroyable contre les remparts de Paris, du moins une section des remparts, de telle manière qu'ils seront intenables. Alors, M. Thiers va écrire à M. de Broglie. Broglie, vous vous rappelez peut-être, c'est le duc de Broglie, qui est ambassadeur pour l'instant à Londres. Le 10 mai, Thiers, écrivant à Broglie, lui dit ceci avec joie, enfin avec fierté. Il y a cette grande batterie de quelques 100 bouches à feu que j'ai fait élever là, avec une promptitude qui a fort étonné les hommes spéciaux. Qui c'est les hommes spéciaux? Eh bien, c'est justement les généraux. Alors, ce que j'ai à vous dire sur les généraux, c'est qu'il y avait une véritable bousculade de généraux pour servir Thiers. Tant que ça avait été la guerre contre les Prussiens, les généraux de Paris, et d'ailleurs, avaient été incroyablement mornes, vous savez, apathiques. C'est une guerre qui les intéressait pas, c'est une fausse guerre, c'est une mauvaise guerre. Mais maintenant qu'il s'agit d'une guerre sérieuse, c'est-à-dire d'une guerre contre les prolétaires, je vous assure qu'ils se retrouvent, hein, ils sont crépitants, ils sont incandescents. Je sais bien qu'ils pensent aussi aux avantages de la guerre. Pour les généraux, Tolstoï nous l'a rappelé dans La guerre et la paix, la guerre, c'est des risques, mais pas tellement pour les généraux, mais c'est surtout des hautes payes, c'est des avancements, c'est des promotions, c'est des décorations. Alors ils sont là à se battre pour se proposer. Et même, on voit les généraux de l'Empire, que Thiers ne va pas oser utiliser, je vais vous dire pourquoi, qui écrivent les uns et les autres à Thiers pour se proposer. Bazaine, l'épouvantable bonhomme de Metz, va écrire qu'il se met, avec tout son courage et toute son intelligence, à la disposition de la société qui est menacée. Il est dans sa ligne, Bazaine, puisque le 10 octobre, le même Bazaine avait proposé à Bismarck de neutraliser son armée française pour la tourner contre Paris et en faire une armée de guerre civile. Quand Robert va se proposer, Frossard va se proposer. Et pourquoi est-ce que Thiers ne les prend pas? Il ne les prend pas parce que vous vous rappelez peut-être qu'il a inventé contre les communards cette accusation délirante de dire ce sont des bonapartistes. Alors ça ne prendrait plus si on utilisait des généraux bonapartistes contre eux qui, paraît-il, sont les successeurs et les imitateurs du 2 décembre. Il y en a un qui aurait bien voulu se mettre en avant, c'est Ducrot. Ducrot avait été, par Trochu, chargé de la défense de Paris, mais il avait lutté comme il avait pu, c'est-à-dire fait semblant. Et Ducrot va être envoyé simplement à Cherbourg. À Cherbourg, c'est là où arrivent les prisonniers rapatriés. Et le 10 avril, s'adressant aux soldats de Cherbourg, il leur dit « Une tourbe de misérables essaie d'établir à Paris le triomphe de la paresse, de la débauche, du brigandage et de l'assassinat. Debout, soldats, allons les en chasser. » Thiers ne néglige pas non plus les termites, c'est-à-dire les gens de la 5e colonne qu'il a introduits dans Paris, et il y en a beaucoup. Et ces gens-là font du travail effectif. Raoul Rigaud, qui est le préfet de police, enfin, qui s'est installé à la préfecture de police, fait drôlement son travail. Il ne surveille pas ces agents versaillais, qui sont nombreux dans Paris. Il y a des gens des ambassades, il y a un homme de la Croix-Rouge qui s'appelle Dardenne de la Grangerie, et qui, puisqu'il est l'homme de la Croix-Rouge, est insoupçonnable, mais va tous les jours à Versailles, de Versailles à Paris, et rapporte des informations précieuses du côté des Versaillais. Néanmoins, Thiers sera bien déçu parce qu'il n'y a pas moyen d'acheter un seul membre de la commune. Il a offert 1 million à Dombrowski, c'est un nommé Vesset qui avait offert 1 million. Vesset sera arrêté parce que Dombrowski l'a immédiatement dénoncé. Ça, c'est une tristesse. Mais enfin, on est sûr que l'opération va réussir. Maintenant, tout élément bien engagé. Et puis, si les gens de Paris, si les communards, si la presse communarde a inventé d'appeler les Versaillais les Prussiens de Versailles, M. Louis Veuillot accepte parfaitement et écrit dans son journal le 10 mai « Les Prussiens de Versailles feront ce que n'ont pas su faire les Prussiens de Berlin. Ils le prendront, Paris, eux. » Dès le 5 avril, le journal officiel avait pu signaler avec une espèce d'emphase contenue
sur la nouvelle de l'échec subi par les insurgés, la bourse a monté de près de 1 franc. Et comme, le jour de Pâques, on avait fait une magnifique cérémonie religieuse et militaire, on peut dire que la Trinité versaillaise souriait, la Trinité du sabre, du goupillon et du coffre-fort.